Bonjour à tous, je suis Laura Streleski, votre chef d'orchestre pour la discussion qui va suivre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet nouvel épisode du bal local sur le thème de l'événementiel. Et oui, en 2018, le secteur de l'événementiel avoisinait les 65 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance constante depuis plusieurs années. Il avait vraiment le vent en poupe. À l'époque, on le déterminait vraiment comme le secteur qui ne connaît pas la crise. Et le nombre d'acteurs qui ont pris place, que ce soit sur des petites ou grandes structures, n'ont cessé d'augmenter. Malheureusement, vous l'avez sûrement constaté, mais en 3 ans, l'horizon s'est métamorphosé. Tout d'abord, la crise des Gilets jaunes et ensuite le Covid-19. En avril 2020, seulement 1 mois après le début du premier confinement, les professionnels du secteur de l'événementiel déploraient déjà 15 milliards d'euros de pertes sur l'ensemble de la communication événementielle. Et si on prend le recul sur l'année 2020, la baisse du chiffre d'affaires était de 80%. Malgré une éclaircie sur la saison estivale 2021 qui semble apparaître, les perspectives de reprise ne semblent que peu durables. Alors les acteurs de l'événement se réinventent chaque jour et ils ont été contraints de digitaliser ce qui était avant la réalité. Cela requiert une forte dose de créativité et d'organisation. Mais on y trouve aussi du positif, notamment l'impact de l'événementiel sur l'environnement. Comment ces hommes et ces femmes de ce secteur ont vécu ces dernières années ? Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui ? Et comment imaginent-ils la reprise ? C'est tout le thème de cette nouvelle danse. Par ici, le bal local va commencer. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a l'impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert. Il s'agit de l'une des premières fois où je trouve le sujet avant l'interviewé. Normalement, je fais l'inverse. Bref, peu importe. C'est un épisode où je fais le zoom sur un profil freelance. Et je suis ravie d'inviter dans le bal Amandine Richel. Freelance depuis 4 ans, elle a créé sa structure d'accompagnement des entreprises, agence AR, dans l'événementiel. Amandine est pleine de dynamisme et de positivité. Des traits de caractère que l'on retrouve souvent d'ailleurs chez les professionnels du secteur. J'ai voulu parler avec elle de son activité, comment elle perçoit cette crise sans précédent et comment elle, en tant qu'indépendante, elle fait face à cela. Bienvenue dans cette nouvelle danse. Bonjour Amandine, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, merci. Je suis vraiment ravie qu'on se retrouve en cette fin de journée pour enregistrer cet épisode et en plus dans la vraie vie. Oui. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une chance. Cela fait plusieurs mois maintenant que j'étais contrainte d'enregistrer tous mes derniers épisodes en visio, en digital et c'est beaucoup moins sympa. Je ne te présente pas le concept du bal local puisque tu le connais, tu es une des freelances qui participe au quotidien, qui le fait vivre et qui le fait exister. D'ailleurs, on te remercie beaucoup pour ça au collectif de la Collab. Pour commencer cette interview, je te propose de te présenter, me raconter un petit peu ton parcours jusqu'à ce que tu te lances à ton compte comme tu l'es aujourd'hui et m'expliquer pourquoi tu as fait ce choix en fait de travailler à ton compte plutôt que d'être salarié. Donc ça fait 10 ans que je suis dans l'événementiel et plus précisément le marketing au sens large, issue d'une formation master marketing. J'ai commencé ma carrière dans une agence de communication et d'événementiel pour laquelle j'ai travaillé donc pendant 6 ans où je faisais notamment de l'événementiel grand format et grand public puisque ma première et mission principale était de développer les marques Fun Radio et RTL2 dans tout le grand sud de la France. Voilà, j'ai eu également l'occasion de collaborer avec les laboratoires Pierre Fabre pour faire notamment des tournées d'été pendant 2 ans. Et après ce passage dans cette agence, j'ai fait une parenthèse de 3 ans à Toronto au Canada, ce qui m'a permis de développer mon expérience aussi bien événementielle et marketing à l'international, de travailler bien sûr mon anglais, de revenir avec toujours l'accent toulousain mais bilingue quand même. Et puis voilà, c'est suite à
passé 3 ans à Toronto que j'ai décidé de rentrer à Toulouse, en France, et de me mettre à mon compte. À Toronto, tu étais donc salariée, c'est ça? Oui, salariée également, et dans une agence qui n'est autre que l'homologue canadien, puisque c'est TC Media Transcontinental et qui est l'homologue canadien Lagardère. Ok. Et du coup, là-bas, tu travaillais donc dans l'événementiel aussi pour les entreprises et pour des particuliers, ou plutôt que entreprises? Alors essentiellement entreprise, puisque j'étais salariée dans un groupe. Je travaillais pour des compagnies aériennes comme British Airways. On a eu l'occasion de faire des activations, des opérations de promotion dans les lounges justement des aéroports de British Airways, et notamment travailler avec Pernod Ricard. Okay. Voilà, puisqu'il y avait un événement qui consistait à faire découvrir la ligne haut de gamme des whisky Pernod Ricard. Donc beaucoup en entreprise vraiment pure et dure. Et tu vois des différences entre le salariat en France et le salariat au Canada? Alors oui, surtout le Canada, puisqu'ils sont très les horaires, déjà au niveau des horaires, c'est vrai que nous, et puis d'autant plus dans nos métiers où on a du mal à couper après 17h. Eux, en revanche, dès que je dépassais 17h, ils me regardaient avec les grands yeux, et voilà, donc il fallait vite s'arrêter. C'est vrai que j'ai beaucoup appris du coup à lever le pied et à peut-être faire des journées un peu plus courtes, et donc voilà, ça en étant autant efficace et productive. Efficace et productive, bien sûr, mais voilà, à peut-être se freiner sur les longueurs de journée. Ok. Voilà. Et du coup, tu reviens en France et là, tu te dis, ok, pour le retour aux sources, mais peut-être pas sur le même format que tu avais avant, et tu te lances à ton compte, c'est ça? Exactement. J'avais envie, un petit peu comme tout le monde, je pense, quand on se met aussi à son compte, c'est de s'organiser comme on veut, de gérer aussi nos projets, nos clients de la façon dont on souhaite. Moi, en entreprise, c'est vrai que j'ai eu des cas d'école, aussi bien dans les relations avec les clients que les relations avec des prestataires, des fournisseurs, ou même avec mes patrons et mes équipes en interne, où j'aurais peut-être pas suivi la même orientation, la même gestion de projet. Du coup, voilà, j'ai préféré me tester et essayer de faire ma petite entreprise et de gérer mes projets, mon quotidien à ma façon. Et tu as une influence familiale ou amicale ou dans ta vie personnelle sur l'entrepreneuriat, ou tu en rêvais depuis longtemps? Tu t'es déjà posé la question auparavant, ou... Je crois que j'ai toujours voulu. Je m'étais jamais posé la question, parce que quand on est gamin, on pense pas forcément à être chef d'entreprise, plutôt à un poste, avocat, un métier quelconque, mais pas forcément le statut. Après, c'est vrai que très vite, quand j'ai été autonome et indépendante, et puis dans la gestion aussi de projets, j'ai fait partie notamment des B2E à l'université, des choses comme ça. C'est vrai qu'on a envie de gérer un petit peu les choses à notre manière. Et après, non, c'est plus la façon de faire qui me plaisait pas dans les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, que j'ai voulu tester et de dire, je sais le faire, pourquoi pas le faire toute seule, quoi. Ok, super intéressant. Dans ton métier, justement, l'événementiel que tu as choisi d'exercer à ton compte, peux-tu nous expliquer un petit peu ce que tu fais, qui sont les clients que tu accompagnes, et peut-être un peu nous dire quelle est ta journée type en tant que chef de projet événementiel? Oui, alors donc comme je te disais, moi ma carrière a commencé dans l'événementiel, on va dire grand format et surtout grand public, puisque le but c'était vraiment de toucher le particulier, les familles, avec notamment des marques comme Fun Radio, RTL2, beaucoup de centres commerciaux aussi avec lesquels j'ai travaillé, et des tournées d'été, donc on touche vraiment le particulier. Petit à petit, avec mon étape au Canada et en rentrant, les choses ont fait que j'ai eu des projets un peu plus B2B, donc travailler directement plus pour des annonceurs, avec des événements un peu plus entreprises aussi internes, comme des congrès, des salons, des gros congrès de pharmaciens, des choses comme ça. Donc on est petit à petit plus axé sur vraiment le B2B et en entreprise aussi, alors aussi bien en interne pour faire vivre la culture d'entreprise, et je parle souvent de fidéliser ses salariés, c'est vraiment très important, donc je mets un point d'honneur aussi avec les clients pour prendre soin de la culture d'entreprise, de ses salariés et de l'ambiance qui est générée dans l'entreprise. Après, je fais tout ce qui est événements en extérieur, donc là ça va être plutôt
pour communiquer sur la marque, sur des produits, sur les services qu'elle vend. Donc là, soit c'est pour dynamiser un positionnement, se positionner sur un nouveau marché ou annoncer peut-être un nouveau changement de logo ou identité de marque. Et après, je travaille aussi avec les particuliers. Donc ça va être de la naissance à la fin de vie. J'accompagne les particuliers vraiment dans les petits tracas du quotidien. Donc ça peut être le classique organisation d'anniversaire, de mariage, mais aussi l'organisation au quotidien, repas de famille, les fêtes de fin d'année. Des anniversaires, voilà, tous les petites occasions de se retrouver en famille ou entre amis où on n'a pas forcément envie de s'occuper de toute cette organisation. Et d'avoir de bonnes idées aussi, un petit peu différentes, créatives pour épater tout son entourage. Voilà, et puis aussi pouvoir gérer l'impondérable de dernière minute qui fait partie de notre métier. Et alors, pour rentrer un peu dans le concret, genre un jour où tu as un séminaire pour une entreprise à organiser, tu te lèves à quelle heure, tu commences par quoi, qu'est-ce que tu gères en même temps? En général, du coup, ça commence très tôt, donc on se lève très très tôt pour être sûr d'être les premiers déjà sur place, vérifier que toutes les prestations sont en place. On a en général aussi, de toute façon, sur un séminaire comme ça qui va démarrer en début de journée, très souvent on prend une entrée à 9h, 10h. Il y a ce qu'on appelle un filage la veille, donc on refait tout l'événement vraiment de A à Z dans son intégralité pour tester et anticiper tout ce qui est bug technique, son, lumière, micro, quelqu'un qui monte sur scène qui rate la scène, enfin voilà, vraiment donc il y a toute cette partie filage. Donc ça c'est pour la veille, et le jour J, donc c'est comme un chef d'orchestre, c'est vérifier que chaque prestataire et chaque intervenant est au bon endroit au bon moment. Très souvent on a de toute façon, c'est la beauté de notre métier, c'est qu'il n'y a pas de routine, parce que même sur un événement qu'on peut prévoir 6 mois à l'avance comme du papier à musique, le jour J, je vous assure qu'il y aura, quoi qu'il arrive, des impondérables, des horaires, des avions annulés, des problèmes, pourquoi pas de santé en ce moment, c'est la mode. Voilà, on a toujours un petit souci de dernière minute, donc il faut bien vérifier, voilà, initialement comme la journée devait se dérouler, et voilà, anticiper potentiellement d'autres couacs. Voilà, donc pour un séminaire, après, c'est vraiment spécifique, mais souvent on finit aussi la journée par un dîner de gala. Donc c'est des journées là qui vont de 8h à 2h du matin, parce que il faut que les clients soient au lit, en pleine forme. Très souvent, on réattaque le lendemain avec des réunions qui sont officiellement à 9h, mais tout est décalé en général parce que la nuit a été plus courte que prévu. Voilà, donc ce qui est très marrant dans ce genre de journée, c'est que la journée, c'est très poli, très vouvoiement, carré, et puis plus la journée passe, plus le client se détend parce que la journée a été compliquée, et puis aussi la fête passe en plein. Donc voilà, donc à la fin, on gère plutôt des grands enfants. Ok. Du coup, je me posais une question aussi par rapport à l'activité en freelance. Enfin, est-ce que dans ce secteur de l'événementiel, il y a de plus en plus de freelance? Est-ce que c'est encore un phénomène nouveau dans cette branche, ou comment ça évolue un petit peu? Est-ce que tu as un regard sur ça? Alors, freelance, oui, complètement. Alors, je pense d'autant plus qu'on va y venir, et encore plus parce qu'on est vraiment sur des besoins très ponctuels. On n'a pas forcément... Alors, il y a des événements, il y a des entreprises qui ont des événements récurrents parce que ça fait partie de leur ADN et que c'est important aussi. Souvent, les équipes, pour des événements internes, les équipes travaillent à distance, donc c'est des occasions pour se retrouver et remettre vraiment l'humain au milieu des relations autres que des mails et des téléphones, des relations téléphoniques. Et après, il y a vraiment des événements qui vont arriver à la dernière minute pour des besoins voilà, commerciaux, vraiment des objectifs, aussi bien qualitatifs que quantitatifs. Donc, le freelance va être très important parce que justement, alors soit pour des agences, soit pour les annonceurs directement, ça permet, comme tout, de ne pas avoir une équipe au complète et pour toute l'année, et justement de faire une équipe en fonction des besoins, et surtout faire une équipe adaptée aux besoins.
C'est-à-dire, moi, je travaille aussi bien sur l'automobile, le médical. J'aime travailler avec toutes les industries, mais vous allez avoir des free, peu importe le métier, hein, même développeurs ou peu importe, mais qui vont préférer une industrie plutôt qu'une autre. Vous avez des gens qui vont être que sur du sport, que sur de la voiture, que voilà. Moi, j'aime vraiment travailler sur tout. Et c'est cette particularité ou cette expertise qui va vous permettre aussi de monter une équipe adéquate en fonction des besoins et des attentes des clients. Donc oui, le freelance se développe dans notre industrie parce que justement les personnes aussi cette flexibilité se spécialisent, voilà. Et cette expertise aussi. Et puis peut-être qu'il y a de plus en plus aussi de personnes qui ont la compétence événementielle, qui ont envie de pratiquer en freelance pour aller sur les sujets qui les intéressent. Oui, et puis après, bon, j'imagine aussi la liberté du métier, enfin la liberté du statut en freelance versus aussi un métier qui est peut-être où les salaires sont peut-être compliqués aussi en agence. Voilà. Donc il y a aussi la notion, c'est un travail quand même très très prenant et voilà, la notion temps-argent peut être importante dans le choix du statut salariat ou freelance. Et est-ce que tu penses que justement ce changement un petit peu de paradigme, d'envie de travailler avec des freelances et aux travailleurs d'être freelance, est-ce que cette transformation, on va dire, du monde du travail, ça a un impact sur le secteur, sur les événements, sur la manière dont ils sont organisés, sur le marché? Alors, je suis pas certaine parce que c'est déjà un métier, l'événementiel, ça vient quand même, c'est du spectacle, du vivant, donc on vient quand même du monde du spectacle, de loin, hein, j'entends bien sûr, mais donc on est une industrie où déjà on sait s'adapter, on sait s'adapter, mais aussi bien dans le fond que dans la forme et aussi dans les équipes. Donc je pense qu'il a toujours été à être comme ça volatile. Les projets sont toujours comme ça. Quand on parle des projets, par exemple, des dossiers historiques que tout le monde connaît, si je dis le Tour de France ou la caravane qui est l'événement dans l'événement, ça par exemple, ça a toujours été des indépendants et historiquement, ça sera toujours intermittent. Et voilà, donc je suis pas certaine que l'événementiel soit l'industrie qui sera le plus touchée par... En fait, on peut le voir soit comme une évolution logique, soit plutôt aussi comme en fait finalement c'était eux qui étaient aux prémices de ce type de fonctionnement, puisque c'est vrai, comme tu le dis... il y a nous, la musique, le cinéma, et parce que l'événementiel, c'est vraiment le monde du spectacle, donc, et avec le cinéma, on est les seuls à regrouper des intermittents, et des free. C'est vrai que je me souviens, il y a 6 ans, quand je créais le collectif La Collab, et je regardais beaucoup ce qui existait en termes de collectifs, et c'était beaucoup de collectifs d'intermittents du spectacle, et c'était vraiment eux qui défendaient des droits de travailleurs indépendants, etc. Donc aujourd'hui, grand nombre de métiers rejoignent le côté indépendant. Mais c'est vrai que je pense que les intermittents ont déjà fait un grand morceau de chemin, notamment pour les droits, l'évolution des mentalités, l'accès à la propriété, au logement, etc. Même si historiquement, le côté free, c'était, tu le sais, mais c'était pour arrondir les fins de mois. Donc c'était plutôt des gens qui avaient des bureaux plutôt administratifs ou des boulots plutôt administratifs qui faisaient à la limite peut-être un travail plutôt manuel, du jardinage ou je ne sais quoi, mais pour arrondir des fins de mois. Le statut freelance, c'était pour ça. Donc en aucun cas de l'événementiel, en aucun cas les artistes. Tout ce qui était justement artiste événementiel, on avait justement ce statut d'intermittent, qui est un peu compliqué aussi à gérer pour nous. Mais donc voilà, donc je pense que oui, tu as raison, l'un va vers l'autre et on peut dire qu'on est là grâce à l'autre. Grâce à l'autre, tout à fait. Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, 2 réponses possibles, c'est parti. Événement professionnel ou événement pour les particuliers? Professionnel. Présentiel ou digital? Présentiel. Et Instagram ou LinkedIn? Instagram, quand même. Merci Amandine. Je continue cette interview en te reparlant d'un moment qu'on a vécu il y a quasiment 1 an jour pour jour. En effet, c'était le premier confinement du Covid-19.
J'aimerais qu'on en discute un petit peu parce que le secteur de l'événementiel est très touché et je pense que ton avis, ton regard, ton expérience peut intéresser plein d'autres personnes qui sont soit dans une situation similaire, soit qui se questionnent par rapport à comment ce secteur va se relever de cette crise sanitaire. Donc toi, tu peux me raconter un petit peu comment tu as vécu cet épisode, ces 12 derniers mois. Je suppose que ça a été un ascenseur émotionnel pas possible. Donc voilà, m'expliquer, me raconter un petit peu si on repart on va dire le 16 mars 2020. Le 16 mars 2020, moi, je le sentais venir parce que ça faisait déjà un petit mois déjà que j'avais pas mal de projets qui tombaient à l'eau, qu'on essayait de décaler, justement des gros congrès, des gros salons où on recevait 5-10 000 personnes par jour, où on avait des prestataires et des partenaires financiers justement asiatiques aussi. Donc on était sur des gros événements internationaux et on a essayé de décaler une fois, 2 fois, et je vous parle de ça, on était vraiment... je crois que c'était le 16 février, en plus peu de temps, vraiment un mois avant. Donc quand on a été confinés, moi ça faisait déjà un mois qu'on n'avait pas de travail, on le savait, la filière événementielle le savait, on était déjà bien au courant qu'on ne pouvait plus travailler. Donc la pilule était bien là. Ce qui était un peu... déstabilisant, c'est que j'avais beau l'expliquer aussi autour de moi parce que je fais partie d'un collectif un peu sur la partie mariage et événementiel privé du coup, et j'essayais de les sensibiliser en leur disant faites attention, préparez aussi vos mariés, je pense qu'on va partir sur quelques mois de tempête, et mais non, ne t'inquiète pas, ça va passer. Donc bon, quand on a été confinés, j'espérais me tromper et les choses ne se sont pas trompées puisqu'on a été enfermés pendant quelques mois. Donc au début, non, ça a été, puisque on a appris à être patient, à pas avoir de mail, à pas avoir d'activité, donc on le savait. Au début, ça nous a permis, je pense, beaucoup dans le milieu de nous reposer, de nous reposer psychologiquement, intellectuellement, physiquement. Je pense que c'est une pause que jamais personne n'aurait pu imaginer dans notre métier. Déjà, poser 15 jours, c'est compliqué sur une année. Alors, poser 3, 4, 5, 10, 12 mois, c'est inespéré. Donc, voilà. Et puis après, la fin du premier confinement s'est fait sentir. Donc, je me suis dit, bon, allez, on se remotive. Ça va repartir. L'événementiel va changer. On va être un peu sur du digital, mais c'est pas grave. La spécialisation, de toute façon, de l'agence, c'est aussi la stratégie marketing. Donc, on va proposer différents concepts. On se renouvelle, c'est pas grave. C'est notre métier. On a l'habitude, comme je vous disais tout à l'heure, les journées se déroulent jamais comme je le prévois, donc j'ai l'habitude. Mais donc on a fait beaucoup de choses, on a tout lancé et 7 mois après, septembre, octobre, je sais plus, on a été reconfinés. Mais finalement, il s'est pas passé non plus énormément de choses pendant ce laps de temps. Non, mais en fait, on a tellement cru que ça allait repartir, donc on a refait avec l'équipe, on est reparti, on a remonté des plaquettes, des projets, on a essayé de créer des concepts, de prospecter aussi bien sur le particulier que le professionnel. Moi, jusqu'alors, je travaillais énormément avec Paris. 90% de mon activité venait de Paris sur des annonceurs nationaux, voire internationaux. Donc, il n'y avait plus rien. Donc, j'avais beaucoup de choses à faire aussi sur le local et ce que ce que je projetais pour 2023-2024 de prospecter le local, on l'a fait là. Mais voilà, à nouveau... arrêté, donc... et là, depuis la fin du confinement de novembre, finalement, on est sorti soi-disant du confinement presque début décembre pour les fêtes, quand même, les commerçants ont rouvert, etc. Mais est-ce qu'il y a eu une reprise pour vous, côté événementiel ? Alors, non, concrètement, aujourd'hui, on peut faire des événements que professionnels. Les seuls lieux qui peuvent accueillir, ce sont les hôtels, puisqu'ils ont la possibilité d'ouvrir parce que pour des raisons professionnelles aussi. J'ai quelques clients qui se regroupent, mais parce que c'est des gens qui travaillent, notamment des pharmaciens, des médecins, parce que c'est des gens qui n'ont loin de là arrêté de travailler, si ce n'est plus. Donc ils ont besoin de se retrouver et de travailler. Donc voilà, on a des petits événements comme ça. On travaille bien sûr sur des concepts un petit peu plus digitaux ou des plateaux télé, mais voilà. Et puis je pense que
aussi bien particuliers que professionnels. Et moi, je travaille avec les deux parce que le professionnel, quand il rentre à la maison, est particulier le soir. Mais dès qu'il y a une annonce du gouvernement, aussi bien les entreprises du coup que les particuliers sont réticents et arrêtent tout projet. Donc c'est très très compliqué pour n'importe quelle filière, aussi bien le tourisme qui peut essayer de faire des choses. Donc voilà, le consommateur est très réticent, n'ose plus mettre un sou sur la table parce qu'on ne sait pas quand ça va du coup générer un certain retour sur investissement. Donc voilà, c'est plutôt ce caractère d'insécurité, d'insécurité sur l'avenir et de ne pas savoir où investir et où aller. Après, les gens ont envie de faire des choses, ça c'est certain plus que jamais, mais... Et toi, tu es dans quel état d'esprit aujourd'hui face à ce bilan qu'on vient de dresser les 12 derniers mois ? Moi, je suis prête. Je n'attends que ça. Il me tarde de reprendre l'activité. Bien qu'on soit très fatigué, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'on s'est tellement posé que le corps est un muscle, le cerveau est un muscle, donc il faut redémarrer tout ça. Mais non, je suis impatiente, mais je sais pertinemment, en revanche, que ça va être très 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 long. C'est-à-dire que là, il y a certains concerts qui sont annoncés pour juillet-août 2021, mais ce sera dans des conditions que personne n'a envie, c'est-à-dire dans des masques, avec des masques, assis. Et c'est limité en termes de personnes, donc la rentabilité de l'événement, on n'est même pas sûr qu'elle puisse se faire. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de festivals et d'événements qui n'auront pas lieu ou qui se transforment. Mais à savoir quand même que le digital coûte beaucoup plus cher qu'un événement physique. Donc le digital n'est pas non plus une solution pour l'événementiel de demain. Ça coûte beaucoup beaucoup plus cher, si ce n'est que pour avoir du réseau. Les réseaux n'est pas... Donc sur le terme organisationnel, ça demande beaucoup plus de logistique. De logistique et comme on a besoin de beaucoup plus de technique, puisqu'il faut en général connecter quand même des gens en live, il y a du streaming, il y a de la caméra, il y a de l'échange. Il faut des services qui sont encore assez onéreux aujourd'hui. C'est très très onéreux et puis ça demande surtout aussi de la masse humaine derrière. Donc on a aussi besoin de beaucoup d'équipes. Donc non, c'est très cher mais bon, ça reste... Et puis c'est notre format. C'est surtout cher aussi par rapport à l'impact peut-être que ça pouvait avoir. Ça a peut-être quand même aujourd'hui un peu moins d'impact un événement digital qu'un événement physique. Oui, il est certain que ce Covid aura aidé l'événementiel, mais je pense la communication et le marketing dans le sens large, parce ça nous a permis de faire le bond qui nous manquait en avant sur la technologie, sur l'utilisation des supports digitaux. Tu me demandais Instagram ou LinkedIn, je vois par rapport aux États-Unis, au Canada, LinkedIn en France, on l'utilise mais même pas à 10% de sa capacité et surtout de la valeur ajoutée qu'il peut apporter aux entreprises ou aux indépendants, peu importe comment on les utilise. Et du coup, voilà, je pense que le Covid a aidé à faire ce bond pour l'utilisation des technologies, mais en revanche, on l'a tellement utilisé que les gens maintenant sont épuisés, ne veulent plus du digital, ils préfèrent annuler les réunions et tant pis, on la fera dans 3 mois en physique. Voilà. Et pour l'événementiel, c'est pareil, ça a vraiment... confirmer des concepts d'événements. C'est-à-dire que, encore une fois, il y avait des entreprises qui avaient des récurrents sur des événements, ils les ont testés en digital, ils ont compris que ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup. Ou au contraire, il y avait des petits événements qu'on s'embêtait à faire venir les gens à droite, à gauche, mais en fait, ça va très bien. Un petit zoom, petit quiz après, et en fait, on gagne en plus déjà en présence et en implication des gens que parfois les faire venir traverser toute la France. Ça dépend. En fait, il y a des choses qui sont adaptées au digital et d'autres qui ne le sont pas. Mais je crois que le gros point positif du Covid, de la Covid, de tous ces 12 derniers mois, c'est que ça nous a vraiment permis à avancer, quoi. Je suis persuadée. Le QR code. On en parle du QR code. Moi, ça a toujours été... C'est une invention, c'est ni fait ni à faire. Et bien, grâce au Covid, à la Covid... Ça y est, on a trouvé ça. Voilà. Donc, je trouve que... Il y a des points positifs. Et du coup, je te trouve très positif, justement, par rapport à cette situation. Il n'y a aucun moment où tu as regretté de t'être lancé à ton compte dans ce secteur et tu t'es dit, mais
Si, les premiers mois, si. Et puis, ça rejoint un peu ce que tu me disais sur l'évolution au niveau des prochaines générations sur l'événementiel. C'est ça qui est dingue et c'est là où c'est vrai que ça m'a un peu peiné sur les premiers mois. C'est que justement, l'agence et mon activité, on prenait une ampleur avec un axe justement international. Et la Covid, la dernière année, a tout fait exploser. On n'est pas prêt de repartir à l'international. Déjà, Londres, ça paraît être le bout du monde. Avec le Brexit, on n'arrive même pas à avoir des fournitures pour des événements, des choses comme ça. Donc, c'est certain qu'à un moment, je me suis dit, pourquoi est-ce que je continue ? Et en fait, le moindre événement que tu vois à la télé ou le chose, ça te remet les papillons au ventre. Rien que le concert, par exemple, de Big Flo et Oli. En plus, j'étais personnellement touchée, mais non, j'ai dit non, en fait. Je me suis pas trompée, c'est ça qui me... Mais c'est vrai que c'est frustrant, quoi. Et est-ce que c'est, si c'est pas indiscret de te parler un petit peu d'argent, mais est-ce que les aides de l'État t'ont aidé aussi à tenir et à garder le cap et à vouloir continuer à y croire et en tout cas être un peu plus patiente d'attendre la reprise? J'ai envie de dire oui et non parce que je pensais pas déjà en avoir. Je comptais pas dessus. J'avais pas fait la demande en fait au départ. C'est que tout le monde me disait t'as eu les aides. Je lui dis bon, je vais quand même pencher sur la question. Mais oui, ça a aidé. Je dis pas le contraire, hein, mais j'aurais fait ça. Ça m'a pas aidé à avancer. C'est vrai que j'avais déjà prévu d'embaucher avant la Covid. Justement, entre ces deux confinements, je me suis dit, je vais garder cette étudiante en alternance parce que justement, si l'activité reprend, il faudra d'autant plus être plusieurs. Et bon, finalement, il n'y a pas eu de reprise. Mais donc là, à la limite, je vais dire que les aides, surtout pour l'embauche, ça a mis un peu de beurre dans les épinards parce que voilà. Mais oui, ça a aidé, mais ça fait pas tout. Et, ça évite d'être dans une situation de stress, mais c'est pas ça qui aide à rebondir, à se réinventer. C'est pas ça qui aide. Faut pas. Après, je pense qu'il faut être Enfin, c'est mon point de vue du moins, mais c'est pas ce petit apport que l'État a fait qui aidera sur les prochaines années. Les prochaines années vont être beaucoup plus dures que celles, à mon avis, qu'on vient de passer, et les aides seront pas là. Donc, il faudra avoir de l'activité ou au moins le chercher. Donc, voilà. Je suis pas sûre que les aides mais il en faut, c'est bien, mais est-ce que ça n'a pas conforté certains de patienter, de pas être plus stimulés du coup pour se reconstruire ou chercher une autre activité? On va en parler, mais juste avant, on lance la petite musique. Je voulais savoir quelle est la musique que tu souhaiterais demander à notre DJ. Donc moi je mettrais Viva la Vida de Coldplay qui a été reprise ces derniers temps et qu'on va beaucoup tourner sur les réseaux sociaux parce qu'il y a justement un salarié de FedEx qui a fait une super vidéo et que j'adore parce qu'on montre une fois que des salariés heureux savent le rendre. Et voilà, Trop bien. Il a rassemblé les autres transporteurs et du coup ça fait une super pub et une belle vidéo de culture d'entreprise. Donc voilà, c'est ma petite chanson du moment parce que j'essaie de mettre en avant, encore une fois, de prendre soin de ses salariés, c'est important et d'autant plus dans ces périodes où ils sont encore plus réquisitionnés. Eh bien, on regardera cette petite vidéo que je vous mettrai dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. C'est vrai que cette petite musique nous donne plein d'énergie et plein de bonne humeur. Merci d'avoir choisi ce morceau et cet extrait pour nos auditeurs. Finalement, aujourd'hui, on va parler de comment tu t'es réinventée, justement. Et aujourd'hui, pour moi, tu es une slasheuse de l'entrepreneuriat. C'est que rien ne t'arrête. Même quand il y a des coups durs, etc., on rebondit tout le temps. Donc, comment tu fais pour pas baisser les bras? Raconte-nous un petit peu comment tu te réinventes aujourd'hui. Quel est ton nouveau quotidien? Quels sont tes projets dans lesquels tu te lances?
Déjà pas baisser les bras parce que j'ai toujours envie de garder ma société et puis c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à pour ma part à l'entrepreneuriat et on y est bien, donc on a envie de rester dans cette voie, donc c'est pour ça qu'il faut s'accrocher, parce que je crois au projet et à l'avenir de l'événementiel aussi. Deuxième raison aussi, c'est parce que maintenant j'ai une personne dans la société. Donc voilà, même si elle a été adorable et elle m'a de suite dit ne t'inquiète pas, si besoin j'arrête les études, si vraiment, enfin voilà, donc une salariée qui mérite qu'on se batte pour elle. Et après se réinventer. Du coup, comme l'événementiel était un petit peu plus réduit, l'événementiel n'est autre qu'une part de la stratégie vraiment de communication et de marketing et de développement d'une entreprise. Donc, j'ai toujours proposé mes services pour accompagner encore une fois les entreprises. L'idée, c'est soit de développer en interne l'entreprise, soit en externe et la visibilité. Donc, c'était repositionner peut-être une stratégie, peut-être que justement aussi suite à la Covid, certains clients avaient besoin eux-mêmes de redorer d'image, de rassurer les salariés. Donc j'ai tout simplement proposé mes services pour accompagner tout de même les entreprises dans leur stratégie, potentiellement parce qu'elles ont changé, voire évolué suite à cette année inédite. Certains avaient besoin aussi de rassurer des salariés, les prestataires, les partenaires avec qui ils travaillent tout au long de l'année. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont voulu, ils souhaitent donner autant de fidélité qu'ils souhaitent en avoir de leur part de leurs clients. Donc il y a beaucoup eu de communication comme ça auprès des entreprises. On prépare aussi l'après. Alors bien sûr, sur toute la partie stratégique, développement d'une marque ou d'une entreprise, on peut avoir un volet événementiel. Donc pour l'instant, on le met en stand-by sans savoir quand exactement. Mais les gens auront besoin de se retrouver, auront besoin d'humains, auront vraiment besoin d'échanger. Donc voilà, on fait tout le travail en amont. Donc voilà, vraiment toute cette stratégie. Et après, pour lier un petit peu le particulier et le professionnel, j'ai encore plus développé un service de conciergerie que jusqu'alors j'offrais un petit peu en off à mes clients. C'est-à-dire que quand ils ont un besoin maintenant, mes clients, que ce soit encore une fois des entreprises ou des particuliers, ils savent qu'ils peuvent m'appeler ou si c'est pour un petit texto, s'ils ont besoin d'un service, je sais qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et du coup, j'ai essayé de mettre en avant encore plus ce service pour les deux, B2B, B2C, parce que encore plus avec ces derniers mois inédits, les gens n'ont pas le temps, ont encore plus envie de déléguer pour des raisons aussi sanitaires. Certains travaillent encore plus ou voire 2 fois plus qu'avant. Ils ont déjà peu de temps pour profiter en famille. Donc voilà, le service de conciergerie en entreprise peut permettre aux salariés de passer moins de temps, d'avoir des services par exemple de pressing, avoir des services de livraison, jouer aussi sur la valeur locale et jouer avec des prestataires et des producteurs locaux. Ça peut être aussi justement amener des produits locaux dans les fruits et légumes dans les entreprises, des paniers. Donc ça peut être pour les entreprises. Ça peut être pour les particuliers, aussi faire les courses. Peut-être que pendant le Covid, il y a pas mal aussi de gens qui ont eu, il y a eu beaucoup de naissances ou à venir. Donc voilà, il y a des parents aussi qui sont coupés des familles pendant la naissance, donc peut-être préparer le retour à la maison. Voilà, donc il y a plein de choses vraiment sur l'accompagnement pur et dur de l'humain avec un grand H ou des entreprises. Finalement, pour te réinventer, tu t'es recentré aussi sur tes savoir-faire, ce que tu as peut-être un peu toujours fait de façon informelle, et tu l'as revisité pour le réadresser à un moment où le marché en avait encore plus besoin. Exactement. Donc se recentrer en fait sur soi, sur ce qu'on sait faire, sur comment on peut le faire, en fonction en étant à l'écoute en fait des gens et du marché, de leurs besoins, pour arriver à retrouver ce matching entre l'offre et la demande finalement. Exactement. Le fondement du marketing. C'est ça. Ok. Et aujourd'hui, ton quotidien, ta journée, est-ce qu'elle a changé ou Oui, elle est beaucoup plus souple. Déjà, on ne va plus au restaurant, avec ou sans client. On ne prend plus l'avion. Donc déjà, ça change énormément. Ça réduit les semaines au niveau des heures.
Non, ça a changé parce que j'ai encore une fois appris à lever le pied, parce que aussi les demandes sont moins aussi chronophages et importantes, et parce qu'on n'a pas des événements qui durent jusqu'à 3-4 heures, où il faut commencer à 3-4 heures du matin, donc c'est vrai que l'amplitude horaire est beaucoup moins dense. En fait, de se reposer finalement, ça permet d'avoir le temps de penser, de prendre le recul et du coup de se recentrer justement pour essayer de trouver là où on a le plus de valeur et bien redéfinir aussi sa proposition à ses clients. Je pense que c'est aussi un des bénéfices d'avoir ralenti le temps pour se dire attends, au lieu de foncer tête baissée toujours, qu'est-ce qui est vraiment important pour aujourd'hui à court terme sur le marché, mais aussi demain quand tu vas redémarrer l'activité, tu auras forcément à mon avis recentré tes services, la façon d'accompagner tes clients. Les choses ont changé, elles sont plus digitales comme tu le disais, il y a peut-être une dimension un peu plus RSE qui est attendue, et du coup d'avoir eu ce temps-là, ça t'a permis de pouvoir aussi t'adapter au futur marché de l'événementiel. Et du coup j'entends aussi que dans tes facteurs clés de succès pour se réinventer, ce qui a joué dans ta motivation, c'est aussi les gens qui t'ont entouré, et notamment ta collaboratrice qui t'accompagne, qui a été vraiment une source de motivation à mon sens pour toi, pour aussi garder le cap. Et donc du coup peut-être le conseil aux gens qui sont freelance aujourd'hui, qui sont dans une situation d'activité un petit peu down, un petit peu basse, incertaine, c'est peut-être aussi aller chercher du réconfort, du relais, et auprès de partenaires, de personnes avec qui ils peuvent collaborer. Oui, exactement. Et puis je pense qu'il faut vraiment... moi, ça, c'est le premier confinement. J'avais qu'une chose, c'était penser à l'activité que je n'avais pas. Donc, ça a vraiment été le point positif, c'est de savoir ce que je voulais plus, de quelle façon je voulais avancer et travailler, avec quel client. Donc, c'est vraiment la stratégie que j'ai établie pour mes clients. Je me la suis faite à moi-même. Et voilà, donc ça nous permet vraiment de se recentrer. Et comme tu dis, d'aller aussi chercher les avis, les supports qu'on a besoin. Moi, j'ai quand même contacté des concurrents parce que je me suis dit, il y en a qui travaillent, donc il y a peut-être des contrats qui ne peuvent pas, qu'elles ne peuvent pas confirmer parce qu'elles sont peut-être en doublon aussi sur certaines dates. Donc voilà, j'ai tapé à la porte de certains concurrents qui me semblaient être sur la même veine, la même ADN de l'entreprise, et elles ont répondu présentes et elles sont enchantées de travailler avec moi, et voilà, donc on travaille à marque blanche, on trouve des solutions, mais voilà. Et puis je pense qu'il faut aussi rappeler ses clients et dire qu'on est là parce que voilà, il y a vraiment un lien à garder. Les gens osent pas nous rappeler parce qu'ils se disent peut-être dans cette période ils sont pas là, ils ont pas envie, ou ils sont plus d'actualité, donc par peur de mal faire, ils osent pas prendre des nouvelles, mais du coup c'est pas qu'ils vous ont oublié, mais c'est que je rappellerai quand la crise sera passée, et puis entre temps peut-être que quelqu'un donc voilà, donc il faut vraiment pas perdre le contact, et moi c'est ce que j'ai fait de toute façon quand je suis partie 3 ans au Canada, et du coup quand je suis rentrée c'était juste un petit mail. Et dans cet élan d'optimisme, tu penses que les événements, on va pouvoir assister à de nouveaux événements à partir de quand, toi? Moi, je suis optimiste parce que je pense que ça va durer quelques années. Mais je pense que fin d'année, début d'année 2022, on va refaire des événements. Mais dans tous les cas, ça va changer. C'est-à-dire qu'il y aura toujours le gel, il y aura toujours le masque, il y aura toujours plus de règles sanitaires. Ce seront des événements beaucoup plus intimistes. Donc plus petit, donc beaucoup plus qualitatif encore une fois. Hormis les grands amassés, les grands concerts, des grandes choses comme ça qui seront peut-être plutôt digitalisées pendant quelques années, ou avec quelques années. Ah oui, non mais il faut quand même se dire qu'on peut pas arrêter un monde et espérer qu'ils reviennent à la normale en 2 mois. Donc mathématiquement c'est pas possible. Donc je me dis que déjà on n'en est pas sorti, on a encore une année, donc oui, je pense que on va être patient. Mais je pense que il y aura quand même de l'événementiel, mais ce sera un nouvel événementiel. Après les attentats, nous faut savoir quand même que chaque crise comme ça, économique, sanitaire, ou peu importe, qui s'adapte avec une crise, on est touché. Les attentats, ça a été
terrible pour le secteur de l'événementiel ou de tout secteur qui réunit des gens de près ou de loin, parce que ça rajoute des agents de sécurité, ça rajoute des hôtesses, ça rajoute de vider les sacs, et puis c'est pas une ambiance agréable pour les gens, donc ça plombe énormément le budget. Le sanitaire, le Covid, c'est un enfer également pour un budget, vous imaginez même pas. Donc là déjà, minimum, vous cassez 10 000 sur un. Donc non, c'est... Donc voilà, ce sera plus petit, on en fera quand même, parce qu'on est obligé. L'événementiel, c'est l'humain aussi. C'est l'humain, c'est les marchés internationaux, c'est la politique, c'est tout, c'est l'économie. Donc on sera obligé d'en faire. Regardez les municipalités, c'est la première chose qui... Est-ce qu'on les enlève? Donc non. Pour le mot de la fin, Amandine, on a bien demandé une petite citation, mantra, une phrase qui te parle. Ça serait laquelle pour toi? Alors à l'agence, on dit souvent dans l'attente de capturer l'instant avec vous. Donc ce serait avec grand plaisir qu'on serait content de vous accompagner sur vos projets et capturer l'instant ensemble. Super. Et juste après le bal, comment on peut te retrouver? Où c'est qu'on peut te parler? Ou te suivre peut-être? Bien sûr à la collab. Et après, site internet, LinkedIn, Instagram. Elle a tout. Sous le même blaze, Amandine Richel, tout simplement. On mettra les petits liens dans la description de l'épisode si vous souhaitez échanger un peu plus avec elle et continuer cette discussion. En tout cas, je te remercie de t'être prêtée à l'exercice de l'interview. Merci à toi, merci à vous. Et puis, je vous dis à très vite. Au revoir. Je pense que le verbe rebondir prend tout son sens avec Amandine. Rebondir parce qu'il faut vivre, financièrement, mais aussi parce que le travail fait partie de notre équilibre de vie. Rester les bras croisés pour Amandine et bien d'autres aurait un fort impact sur son moral. Alors elle multiplie les casquettes, avec un tronc commun, entreprendre. Il faut savoir prendre des risques plutôt qu'avoir des regrets et tenter de nouvelles aventures pour se sentir plus vivant. En tant que communicante, je suis de tout cœur avec les experts de l'événementiel, du spectacle, qu'ils soient salariés, intermittents, auto-entrepreneurs. J'y crois dur comme fer. Les jours d'après seront bien meilleurs que les jours d'avant. Et le bal local aussi a besoin de votre soutien pour que ces danses s'envolent encore plus loin. Un partage de nos publications Instagram, @bal.local, nous aiderait beaucoup et le traditionnel avis sur Apple Podcast également. Dernière petite chose avant de se quitter, la saison 3 est déjà en cours de préparation. Si vous avez des idées d'invités que vous aimeriez entendre, un petit message privé sur Instagram suffira pour lancer les premières notes d'un nouvel épisode. Merci à tous pour votre fidélité et à très vite. C'était Laura en direct du bal local.